C'est un conseil que je donne souvent à mes clients et que je m'applique à moi-même chez mes clients, beaucoup moins à moi-même. Mais c'est de découper en version V0. Je parle toujours de V0. Ouais. En version minimaliste pour aller tester des choses et ne pas partir sur un truc énorme et y aller step by step pour construire le résultat et l'accélération. C'est hyper important d'être hyper pointu dans ce que tu fais au départ. Salut tout le monde, bienvenue dans CCDQ. Concrètement, ça donne quoi ? Aujourd'hui, je reçois Émilie Neige, la fondatrice de Linkiteo. Émilie, c'est un peu comme un mouton à 5 pattes. C'est rare de voir quelqu'un qui combine autant de compétences. Et je vous rassure, franchement, c'est une seule personne. C'est incroyable. Je vais vous la présenter. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut Émilie. Salut, Ça va ? très bien. Merci d'être là. Mais merci à toi. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'était pas vus en plus. Exactement, ça fait un moment. On se parle beaucoup au téléphone, C'est etc. ça. Mais ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu physiquement. Ouais, donc vraiment, ça, je suis hyper contente de te recevoir. Bah pareil, c'est une bonne expérience. Ouais, exactement. D'ailleurs, quand on s'était rencontrés, on avait travaillé sur un projet. Moi, j'étais sur la partie site internet. Tout à fait. Toi, tu étais sur la partie référencement naturel, mais pas que. Marketing, ouais, globalement marketing, ouais. Mhm. Tout à fait. Et j'avais adoré ce projet-là parce qu'en fait, c'est là où j'ai découvert qu'il y a quelqu'un qui peut avoir et des compétences en marketing et des compétences techniques. Oui, ah bah ça c'est ce que tu disais un petit peu, c'est le mouton à 5 pattes. Moi je crois beaucoup effectivement au fait de le marketing c'est vaste. Moi je suis aujourd'hui beaucoup sur la strat, mais globalement on est bon en stratégie quand on a mis les mains dans le cambouis dès le départ. Donc ça va par le design, ça va par la strat pure, et puis ça va effectivement sur le SEO avec le côté code, etc. Pour pouvoir aller au fond des choses et comprendre les impacts de ce qu'on développe. Et comment tu as réussi à avoir toutes ces compétences ? Est-ce que ça vient de ta période d'entrepreneur ou avant entrepreneur ? Ah, ça vient avant. Enfin, moi, j'ai eu une chance complètement incroyable de débuter ma carrière, entre guillemets. Donc, je suis tombée dans la tech tout de suite. J'ai intégré un éditeur de logiciels en cybersécurité à mes débuts. Et donc, vous étiez combien ? Du coup, on a commencé, on était 5. Il y avait un CTO, le dirigeant, un commercial. Enfin, on était vraiment une petite team. Le CIR en poche, voilà, pour développer CIR, notre qu'est-ce que ça veut dire ? crédit impôt recherche. Ok. Qui nous permettait de vivre au début. La boîte venait de se créer et 10 ans après, on a fini à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et 60 personnes. Et du coup, j'ai pu voir... j'étais bien sûr au CMO, donc directrice marketing. Et j'ai pu, à ce moment-là, être les mains dans le cambouis, apprendre pendant 10 ans à accélérer une boîte avec les murs, etc. Et on a réussi un beau développement tous ensemble. Et ce qui m'a permis d'être mouton à 5 pattes, parce que quand on est une petite start-up qu'il faut accélérer sur le marché français et qu'on est face à des gros Américains, pour tirer son épingle du jeu, il faut y aller franchement, mettre les mains dans le cambouis et développer la boîte, accélérer la boîte. Voilà. Mais très clairement, donc ok. Donc c'est vraiment comme ça que tu as pu avoir tout... Mais est-ce que tu as participé même au recrutement, ou est-ce que tu avais un process ou tu l'as construit ton process ? Je l'ai construit, j'ai appris en marchant. Alors, j'ai eu la chance d'être élevée, des fois, comme je dis, par un serial entrepreneur. Donc, pour le coup, avec beaucoup de background. Donc, j'ai bénéficié de cette expérience-là et j'ai grandi avec ça, ce qui est extrêmement fort. Et puis, moi, j'ai toujours eu une soif d'apprendre tout le temps. Je trouve que se reposer sur ses lauriers, c'est surtout dans la tech. Dans le domaine de la tech, c'est pas une bonne idée. J'ai toujours aimé aller chercher plus loin, plus fort, etc. Là, il y a l'IA. J'y suis depuis le début et je m'éclate avec ça, avec toutes les précautions qu'on met autour, bien sûr. Mais oui, moi, j'ai toujours adoré la tech, accélérer et développer les choses, faire chercher par moi-même. Non mais c'est ça. Donc, comme quoi, je le dis tout le temps, il faut se former, il faut connaître des choses. C'est ça, il faut avoir la curiosité et l'envie
pour être toujours au top dans tout ce qu'on fait. Ouais. C'est indispensable. Ouais. Et après cette expérience, qu'est-ce que tu as fait après? Alors après cette expérience, je suis partie aux États-Unis pendant quelques temps. J'ai fait une coupure et puis globalement, quand j'étais là-bas, l'associé de ce fameux serial entrepreneur chez Olfeo, pour ne pas les citer, m'a appelé. Il avait aussi une start-up dans la performance réseau, donc c'est là où on s'est connus. Ouais. Et il m'a dit, Émilie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin qu'on vende la boîte dans 8 mois. Il y a qu'avec toi que je peux le faire. Ouais. Donc monte ta boîte. Et rejoins-nous en plein temps, directrice marketing. Okay. Et voilà, donc je suis arrivée. C'était drôle parce que j'avais même pas constitué ma boîte, on signait un contrat. Tout s'est accéléré très très vite. Ouais. Superbe expérience aussi puisque serial entrepreneur Gilles et Boris. Juste un maître d'école absolument incroyable, donc qui m'ont permis de grandir encore et encore. Et on l'a fait, on a vendu 8 mois après la boîte à des Canadiens. Alors. Donc ça a été 2 expériences, 2 tremplins, j'ai envie de dire, à bonne école, et puis avec tout le mindset de aimer accélérer, aimer aller vite, apprendre par soi-même, avec le goût de l'effort, évidemment, et puis le goût de la start-up, qui pour moi est là depuis toujours. Ouais. Mes premiers stages étaient dans les start-up quand j'étais étudiante, quoi. Et l'accélération faramineuse qu'on peut engager, c'est juste extraordinaire à vivre. Voilà, c'est de vraies vibrations pour le coup. Non, c'est vraiment différent des grands comptes, en fait, où tout est un peu hiérarchisé. C'est-à-dire que, oui, voilà, il y a des profils pour tout, et c'est important. Moi, le mien, il est fait pour accélérer vite et avancer vite, ouais, c'est ça. Sinon, je suis malheureuse. Si on me demande de faire 400 mails et 3 accords, plus je ne sais pas quoi, avant de pouvoir avancer... C'est pas mon ADN, quoi. Ouais. C'est pas mon ADN. Voilà. Ok. Moi, il faut aller chercher l'attraction le plus vite possible, le plus intelligemment possible. Et puis, je suis assez adepte du lean startup, c'est-à-dire on teste, on recommence, on valide et puis on optimise, quoi. Ouais. On n'attend pas 10 ans avant de faire une strat et le premier post LinkedIn, ça n'a aucun sens, en tout cas, dans cette univers. C'est ça. Faut tester son marché, faut tester le produit, en fait. Exactement. Et surtout, je le dirai jamais assez, c'est vrai que c'est un peu mon bâton de pèlerin dans tout ce que je fais aujourd'hui quand j'accompagne mes clients dans la tech. C'est partir sur un socle stratégique sain pour pouvoir accélérer de manière très efficace après. Et je sais que c'est pas trop dans le mindset des dirigeants de start-up parce que ce qu'ils veulent, c'est aller vite, c'est 3 posts LinkedIn, mais s'il y a 3 posts LinkedIn, mais il y a 0 résultat, ça ne sert à rien. Exactement. Donc, il faut toujours prendre un petit peu ce temps, et ça, j'insiste là-dessus, de définir son socle stratégique, les personas, le SWOT, la concurrence, bien les regarder, pour créer une proposition de valeur qui soit vraiment particulière et pouvoir accélérer sereinement après. C'est indispensable. Oui, c'est ça, parce que si tu communiques et que derrière, il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas le produit, il n'y a pas le message, la personne, elle aura cliqué, mais elle aura juste vu, quoi. Non, mais et puis au-delà de ça, quand on connaît... moi, j'ai une obsession particulière sur les personas. Alors, il y a plein de croyances, hein. Moi, quand je parle de personas à mes clients au début, ils me disent « Oh, moi, je les connais par cœur. Je sais très bien. » Voilà, on est un peu dans ce discours-là. Mais en fait, quand on les creuse, c'est faire « Ah ben non, je savais pas. » Et ce qui est intéressant dans un persona, c'est d'aller chercher ses biais. Et c'est de là qu'on va tirer toute la strate de contenu, toute la strate produit, offre, et qu'on va aller choper une réelle traction derrière. Ouais, c'est ça. Et c'est frustrant. Je comprends parce que c'est à la fois frustrant pour les dirigeants parce que c'est un moment un peu immobile. Oui, ils sont pas en action. Il faut réfléchir. C'est ça. Et il s'arrête il a tel âge, il habite à tel endroit. Oui, c'est ça. Et puis, il y en a même qui peuvent te dire, c'est les PME, quoi. Oui. Oui, mais alors ça, c'est pas un persona. Oui, nous, c'est le Alors ça, dans la cyber, mais même dans la tech, de manière générale, moi, mon persona, c'est le DSI. Ouais. Tu vois, c'est un espèce de truc, alors que c'est faux. Le DSI, il est là pour répondre au comité de direction, expliquer les enjeux, notamment réglementaires. Donc jouer sur des choses réglementaires, c'est très important dans une stratégie cyber, mais plein d'autres sujets, bien sûr. Et ce qu'il veut, c'est qu'on l'aide à
prouver le ROI et à prouver qu'il est dans les clous par rapport à son comité de direction. Je dirais Exactement, que fonctionnellement, il a investi, il faut qu'il y ait un retour. c'est ça. Mais fonctionnellement, le produit, à part dire je veux celui qui est en haut du Gartner, en haut à droite, pour être plus sécure s'il y a un problème, le produit, globalement, il s'en fout. Ouais. On va pas se mentir. C'est ça. Voilà. Il faut l'aider. Il faut comprendre qu'il faut aider son persona pour réussir. C'est ça. Donc même si on veut cibler quelqu'un de décisionnaire, c'est pas forcément celui qui sera le plus proche de ce qu'on veut vendre, ni comprendre le message, ni... Non, puis l'axe, il est souvent pas produit, finalement. C'est ça. Voilà, contrairement à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et si tu avais un petit conseil à donner aux personnes qui veulent faire leur persona en mode aller rapide mais efficace, qu'est-ce que tu conseilles? Les bonnes questions à se poser. Les bonnes questions à se poser, moi je pars toujours d'un triptyque qui est super intéressant, c'est-à-dire que il faut toujours partir de ses connaissances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir cette prise de recul. Alors, bien sûr qu'on peut aller télécharger un persona sur Internet, bien sûr qu'on peut aller demander à ChatGPT de créer le persona, et il le fait très bien d'ailleurs. Voilà. Et je dirais qu'au départ, il faut partir de ses connaissances. Parce que sa connaissance terrain, elle est primordiale. Il faut écouter le terrain. D'ailleurs, c'est l'un des plus principaux échecs d'une start-up aujourd'hui, c'est de ne pas écouter le terrain. Donc, aller parler aux gens. Et déjà commencer à itérer sur, OK, quel est mon client idéal parmi mon pool de clients? Suis avec qui c'est facile et j'adore. C'est, voilà. Et se poser la question de qu'est-ce qui fait basculer les choses. À quel moment j'ai gagné l'affaire, à quel moment où il y a eu vraiment un changement de mindset quand on s'est parlé avec ce persona idéal. Donc je dirais que le premier pilier, c'est partir de ses connaissances. Après, bien sûr, on va aller challenger. Alors on peut utiliser plein d'outils pour ça. Se reposer aussi sur les datas qu'on a. Si on a Google Analytics, par exemple, sur son site, regarder un petit peu qui on attire, qui est là et qui, du coup... a de l'engagement sur notre site web ou sur LinkedIn, peu importe. Et la data est importante pour pas partir sur des biais cognitifs que nous on a, alors que, et nos propres croyances, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Et puis une troisième partie où il faut prendre du recul sur les biais. Les biais, c'est une vraie source d'inspiration pour se différencier sur le marché et aller chercher de l'attraction de manière différente par rapport à des concurrents qui vont utiliser toujours les mêmes personas et de la même façon. D'accord. Donc je dirais vraiment qu'il faut la connaissance, les datas, et après cette prise de recul sur l'étude des biais de mon persona idéal. Ok. Donc quelles sont ses croyances, quels sont ses problèmes et comment il fonctionne en fait, le comportement du persona. Comment il fonctionne, et puis un des piliers qui est fondamental, c'est quel problème il a, quel défi il a, qui ne sont pas nécessairement liés à son métier. Ça peut être aussi se faire être valorisé par rapport à sa direction. C'est un vrai levier. Il aimerait bien briller plus que... Voilà, il y a des aspirations sous-jacentes. Et une fois qu'on parle et qu'on exploite ça, on se repose sur ces problèmes, challenges, défis, pour imaginer derrière une stratégie, une proposition de valeur qui va le toucher droit au cœur, parce que c'est son problème tous les jours. Quoi. Ouais, c'est ça. Et je dis toujours que, globalement, quand tu priorises sur les défis et les challenges d'un persona, il faut privilégier ce qui est récurrent, douloureux, en priorité. C'est ça. Et là, tu es sûr, si tu es sur les bons critères, tu es sûr que ça va cartonner, parce que le persona, il fait même des recherches sur Google ou sur l'IA pour s'en sortir. Donc, dès que tu vas lui parler et le rassurer et l'aider dans son quotidien, ça va fonctionner, obligatoirement. Mais il faut trouver les bons. C'est ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est ça. Et quand, du coup, tu n'as pas de clients, comment tu fais ? Tu vas interroger des gens? C'est un peu en mode moi je suis adepte de ça. C'est-à-dire que moi, dans toute stratégie que je mets en place dans l'accélération d'une PME ou d'une start-up par rapport à un produit, pour moi, là, c'est si on n'a pas de clients, il faut toujours aller pitcher ce qu'on a défini ensemble et voir les réactions en face. C'est le premier pilier.
Et puis après, on peut tester aussi avec des posts sur LinkedIn, tout simplement, et voir ce qui se passe un petit peu ou ce qui ne se passe pas. Mais encore une fois, le retour terrain, c'est le plus efficace. C'est le plus efficace et c'est là où on aura un go-no-go, un stop ou encore. Et c'est là où il faut tester les choses. C'est ça. On peut partir sur une stratégie, une proposition de valeur, des personas de manière hyper smart qui nous sort de l'océan rouge où il y a tout le monde. Mais après, il faut savoir tracer la route et se dire, OK, stop ou encore. Et si c'est stop, c'est qu'est-ce qu'on change et on reteste jusqu'à ce que ça prenne. Et ça, c'est vraiment un concept de product market fit qui est hyper efficace. Ouais. Oh, mais je suis convaincue parce que de toute façon, ça t'évite de t'épuiser à inventer tout un tas de choses, à créer du contenu, à te dire allez, ça va marcher. Et quand tu lances, en fait, il y a zéro. Il y a zéro, et puis tout le temps passé. C'est-à-dire que aujourd'hui, une start-up ou bien des PME qui pivotent ou des grandes entreprises qui ont des spin-offs aussi, c'est la même chose. Tu n'as pas le temps. Donc pouvoir itérer rapidement son socle stratégique, aller le tester et pivoter juste derrière en fonction de ce qui se passe, c'est plus que stratégique que passer 3 ans. Moi, il y a beaucoup de boîtes que je vois passer sur LinkedIn. Il y a 2 likes, mais ils persévèrent et ils continuent toujours sur leur ligne éditoriale et ils sont concrètement à côté. Mais ils se posent pas les bonnes questions du socle stratégique et du stop ou encore. En fait, en gros, c'est ça qui si on veut des résultats, aujourd'hui, c'est indispensable de procéder à ce socle et puis à ce test. C'est ça. Et surtout, pivoter à chaque fois. Complètement. Pas rester coincé. Non. Sur le côté secteur, tu as choisi la cybersécurité. Et là, c'est elle qui m'a choisi, déjà. Ouais, c'est ça. Alors, cyber, oui, évidemment, j'ai une force assez importante là-dessus, par 10 ans d'expérience dans une start-up de 5 à 60. Ouais. C'est un secteur que je maîtrise évidemment très très bien, mais pas que. C'est aussi la tech. Là, je suis sur un bébé start-up dans l'IoT, qui est aussi un sacré défi. Et IoT, pour les personnes qui savent pas ce que c'est. Internet des objets, voilà, qui est un secteur en devenir. On est au début, mais globalement la tech. Après, la cyber, oui, c'est les premiers amours et c'est là où c'est facile. Enfin, pour moi, c'est ma zone de confort intégrale. On est d'accord. Et qu'est-ce qui t'a beaucoup plu dans la cyber ? La cyber, c'est un univers qui est passionnant. Déjà parce que c'est très diversifié au niveau des enjeux, des problèmes, mais aussi dans l'univers. Il y a les intégrateurs, il y a les éditeurs, il y a des clients, et puis aussi sur des tendances qui bougent sans arrêt. C'est un secteur qui est passionnant parce que ça bouge tout le temps et c'est un peu le jeu du chat et de la souris sans fin entre tout ce qui est hacker et puis les défenseurs, on va dire, en cybersécurité. Et c'est sans fin et je pense que c'est interminable. Là, l'IA rentre en jeu. Voilà. Aujourd'hui, si tu regardes concrètement, les réseaux de hackers sont des véritables réseaux, des véritables start-up, elles aussi, qui prennent l'IA comme vrai vecteur de développement de leur start-up, etc. Ils font des prompts parfaits, il n'y a pas de faute. Enfin, voilà, ils jouent aussi dans la compétition et donc c'est passionnant parce que c'est tout le temps, ça évolue tout le temps. Ça bouge tout le temps. Et plus les technologies évoluent, et plus il y a d'enjeux. On parlait de l'IoT il y a 5 minutes. Bon, voilà, les enjeux sur la data dans l'IoT, en matière de cyber, c'est considérable. Voilà. Le jour où il y a déjà eu des cas, mais par exemple par rapport à l'IoT, le jour où, et c'était en Australie, je crois, il y a une usine d'eau potable qui a été infectée par un hacker, par un virus, où ils ont pollué toute l'eau potable qui aurait pu aller directement chez les consommateurs. Donc la cyber, c'est partout. Et puis même de manière géopolitique, on le voit bien aujourd'hui, on parle des investissements défense, mais au final,
l'investissement défense, on se dit les chars, etc. Mais il y a un gros paquet aussi sur les enjeux cyber, bien évidemment. En gros, quand tu maîtrises la data, les données, en fait, t'es un peu roi. Ah bah oui. Trop bien. Bah oui. Ça fait un peu peur quand même. Non, faut pas avoir peur. Je pense que la posture... je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour se dire que le risque zéro n'existe pas et que bien évidemment, probablement, et les PME aussi, comme on dit dans le secteur, on risque tous d'y passer. Ouais. Maintenant, ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde ait une posture suffisamment bonne de sécurité pour pouvoir se relever en cas d'attaque. L'enjeu, il est là. C'est être réactif par rapport à une attaque, pouvoir réagir rapidement pour pouvoir repartir au plus vite. Moi, j'ai entendu des boîtes qui étaient à l'arrêt, des grosses boîtes à l'arrêt pendant 4 mois, à pouvoir payer, par exemple, leur prestataire ou quoi. Enfin, plus d'accès au logiciel de compta. Enfin, ça peut être excessivement parasitant pour une entreprise. Et puis après, il y a la question des ransomware. Faut-il payer, pas payer ? Ouais, alors la solution, la facilité, c'est de payer, bien entendu. Maintenant, sachant que tous ces hackers sont des c'est une communauté aujourd'hui. Une fois qu'on a payé une fois, tout le monde le sait. Exactement. Donc après, chacun prend ses responsabilités sur ce sujet-là, mais il y a des vrais enjeux à la fois réglementaires, à la fois éthiques, et voilà, c'est passionnant. Ouais. Et toi qui as déjà vécu ce genre d'expérience, comment, alors toi, je sais, on va remettre dans le contexte. Ce n'est pas toi qui sécurise. Ah non. Voilà. Mais ayant vécu ces expériences, comment toi, tu arrives aussi à les sensibiliser, à mettre un peu le coup de marteau pour dire attention. Moi, effectivement, je suis côté marketing, mais j'ai la connaissance. Faites attention, mettez ces choses en place. Du coup, auprès de qui ? Auprès de tes clients, des startups et tout. Moi, les startups, je vais les chercher. Mon postulat de départ, une fois que je sais que la techno, elle est bonne, mon jeu, c'est de dire, OK, on va mettre la techno dans un tiroir, et maintenant, on va aller chercher d'autres choses. Je sais que, par exemple, dans ma première startup, on était parti pour sortir de l'océan rouge d'un marché américain, 100%, c'était 100% d'Américains sur le sujet. On était parti sur le côté réglementaire. Et c'est un parti qui a été gagnant. C'est-à-dire qu'on n'était pas on était produit, évidemment. Il n'y a pas de discussion sur le produit. Par contre, on va emmener effectivement les cibles sur d'autres débats. Donc, la conformité réglementaire, dans la cybersécurité, quand on traite des datas, quand on file des URL, etc. Donc, on va aller sur la charte informatique, on va aller sur comment encadrer l'utilisation d'Internet au bureau. C'est ça qu'on avait exploité, et notamment avec un cabinet d'avocats. Du coup, là, je recommande aussi de trouver toujours un influenceur ou un expert dans ce domaine-là pour porter la marque. C'est là où on travaillait avec un cabinet d'avocats de renommée, avec notamment Maître Barbry, Éric Barbry, gros avocat en cyber, SI et data, qui portait aussi la bonne parole en matière de réglementation et législation autour des enjeux d'Internet et de la cyber. Donc moi, je vais aller chercher clairement des angles qui sont importants pour les personas et qui ne sont pas tech. Et je pense que le secret, il est aussi là. Si on parle d'un SOC aujourd'hui, par exemple Security Operational Center, il y en a plein sur le marché. Ça a le vent en poupe, c'est même de manière réglementaire un petit peu... c'est pas plus qu'un petit peu, c'est quand même très recommandé. Important. Mais s'il se passe ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il se passe un incident majeur... après, c'est pas le SOC, quoi. Oui, non. Et il y en a beaucoup des personnes qui pensent que le SOC, ça va tout gérer, la crise, la com, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Et très souvent, dans les environnements SOC, pas mal d'environnements d'éditeurs qui proposent un SOC aujourd'hui,
on est sur des métriques qui sont incompréhensibles, par exemple, pour les PME. Ouais. Et là, pour moi, il y a un vrai levier. C'est-à-dire que faire monter en compétence des responsables informatiques qui s'occupent de papa, maman, le café dans une PME, ils peuvent pas ignorer la cyber. Il faut les aider à monter en compétence avec des rapports, par exemple, très clairs sur les risques évités, le pourquoi, ce que ça aurait pu coûter, être beaucoup plus pragmatique dans l'évaluation d'un risque. Ouais, simplifier, vulgariser pour qu'eux-mêmes ils prennent conscience. Tout à fait. Là, c'est pour vraiment le domaine PME. Mais il y a plein de leviers autres que la tech. Parce que la tech, en même temps, ce que je dis souvent, on peut dire qu'on est les meilleurs du monde, d'ailleurs. Il y en a plein qui le disent. Maintenant, dans les faits, à prouver au moment où on pitch, c'est pas facile. Ouais. Et il faut aller chercher le POC souvent, ou faut essayer d'y aller plus profondément. Et ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut prouver sa valeur avant même que la personne en face touche à la tech et puisse évaluer la tech. Donc ça, c'est primordial. Très bien. Donc moi, j'aime bien aller chercher de l'océan bleu, là, et puis des choses qui sont pas purement tech, sauf si, effectivement, il y a une valeur folle au niveau tech sur le traitement de quelque chose. Voilà. C'est ça. Pour rappel, pour les personnes qui nous écoutent, océan bleu, océan rouge. Oui. On est d'accord. Océan rouge, c'est là où on a plein de concurrence, entre guillemets, on s'entretue, couleur du sang. Océan bleu, on va chercher le facteur différenciant. C'est ça. Et Olfeo l'avait très bien compris, parce qu'on était face à des Américains Océan rouge. À cette époque, on parlait beaucoup de filtrage d'URL. Donc, on avait énormément de concurrents. Et puis, par contre, la conformité à la législation française, une fois que c'était dans un AO, l'AO était plié, quoi. L'appel d'offres était plié. Donc on avait clairement identifié un océan bleu de ce côté-là. Au final, toutes les boîtes, elles doivent avoir le fameux SOC stratégique, être hyper rigoureux sur la sécurité. Voilà. Et comme ça, petit à petit, en faisant les fameux tests, on grossit, on grandit. D'accord, c'est le même SOC pour tout le monde. Oui, bien sûr. Oui. Évidemment. Okay. Si on revient sur ta partie entrepreneur, c'est arrivé par opportunité. Oui. Au final, tu t'étais pas dit je vais me lancer en tant qu'entrepreneur? Jamais. Qu'est-ce que ça t'a fait? T'as pris la vague et tu te dis bon, on y va? Bon, au début, tu sais, moi, j'ai eu la chance quand même d'être dans le meilleur des contextes, parce que je me suis pas dit je vais créer une boîte. On est venu me chercher, on m'a dit allez, crée ta boîte. Et sur le coup, je me suis dit super expérience, moi qui adore tester plein de trucs. Donc je me suis pas posée... elle s'est plus imposée à moi, cette expérience, et moi j'adore ça, parce que je crois beaucoup au chemin qui arrive et aux rencontres de la vie. Les opportunités. Exactement. Et donc non, je l'ai pas créé en me disant je vais créer ça, mais ça s'est imposé à moi. Moi, j'ai été CMO, directrice marketing toute ma vie. Je pense que je le resterai quand même une grande partie de ma vie, parce que globalement, c'est ma boîte. Mais je vis chaque expérience avec chacun de mes clients comme si c'était ma boîte aussi. Donc, pour le coup, j'ai un investissement qui est sans limite, sans arrêt, que d'autres consultants ou d'autres prestataires extérieurs pourraient avoir plus de recul. Alors, c'est extrêmement fatigant. C'est énergivore, mais ça donne des résultats. Mais pour le coup, c'est passionnant, parce que on n'a plus une boîte à développer, mais on en a 3-4 en même temps, avec des défis parfois connexes, et c'est une super expérience. Mais j'ai pas choisi au départ, je l'assume, de faire ça. Et puis j'avoue que les premières années, j'avais cette impression un petit peu de doucement, oh, tu m'attends. La boîte, elle courait. Et moi, j'étais derrière en mode, attends un peu. Non, tu vas trop vite. Donc en fait, t'as carrément accéléré sans le vouloir vraiment. Tes clients t'ont fait accélérer. Ouais. Alors, globalement, c'est le réseau, on va pas se mentir. Petit tips, dans la vraie vie, il faut pas se contenter du réseau, en vrai. Je suis bien placée pour le dire, mais parce qu'à un moment, ça peut s'arrêter, tout simplement. Donc, il faut capitaliser sur autre chose. Ça, c'est vraiment la leçon à retenir. Mais c'est vrai que ma boîte s'est faite sur le réseau que j'ai, le bouche à oreille, et voilà,
Et justement, si c'est bouche-oreille, donc ça veut dire que tu communiques pas du tout. Non, Pourquoi tu sais, on dit toujours que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. C'est exactement mon cas. C'est-à-dire que il faut que je corrige, j'en ai bien conscience, cette posture, parce que globalement, je fais tout pour mes clients, mais vraiment sans limite. Ouais. Et puis, tant qu'il s'agit de moi... on verra après. On verra c'est un après. peu comme tous les entrepreneurs, c'est ça. Ouais. Quand c'est pour soi, on a énormément de mal. C'est exactement ça. Et puis c'est vrai que, alors, pour ma part, c'est beaucoup de taf, quand même, de s'occuper de la strat, développement de la strat, développer l'accélération, l'attraction d'une boîte, etc. Donc c'est vrai que je suis à 200% là-dessus et c'est mon savoir-faire. Puis tu as aussi ce côté, globalement, si tu prends un petit peu mon expérience, moi, c'est être directrice marketing de boîte, éditeur de logiciels, par exemple, dans la tech, B2B. Donc je sais gérer un produit, tu vois, sur un marché que je connais extrêmement bien. Par contre, te vendre toi-même, alors c'est toi le produit, mais c'est pas un vrai produit. Tu vois, c'est pas. Alors, c'est vrai que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et parfois, tu peux avoir le sentiment de ne pas savoir faire avec. Pour ta propre boîte, puisque t'es ton propre persona. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est ton produit, c'est toi, c'est. T'as fait tes propres biais. Ah oui, puis alors, quand on les s'applique à soi-même, on a 500 des biais. Ouais. Non, moi, je suis dans un club d'entrepreneurs qui s'appelle le Club des Samouraïs. Et il y a l'un des fondateurs qui disait, en fait, il faut qu'on se traite comme des clients. C'est exactement ça, mais c'est facile à dire. Moi, on me le dit souvent. C'est facile à dire, mais c'est pas super simple à faire. Non, c'est pas super simple à faire. Ou c'est comme l'image aussi. On parlait de photos toutes les deux la dernière fois où tu m'as dit... je vais te payer un photographe parce qu'il faut qu'on voit ta tête, Émilie. Parce que sur ton LinkedIn en plongée sous-marine, ça ne va pas. Et oui, mais c'est tout un travail quand même d'accepter son image. D'accepter son image, d'accepter aussi qu'on est bon dans ce qu'on fait. Et ça, c'est un chemin aussi parfois. Et passer du temps sur nous, alors qu'on a plutôt vocation, enfin en tout cas moi, à faire briller les autres, quoi. C'est mon job. Ouais, non mais c'est ça. Pour l'avoir vécu, franchement, tu nous as beaucoup aidé, Axel et moi, sur le côté positionnement, les sessions qu'on avait fait stratégiques. Ça nous a vraiment aidé parce que on s'est plus recentré, on s'est posé les bonnes questions. Et là, maintenant, on commence à voir, en fait, où on peut avoir plus de valeur. Il y a ça, et puis surtout, c'est, je le dis souvent, c'est un champ de bataille à la fois. C'est-à-dire qu'il y a le fameux stop ou encore, là, dont on a parlé tout à l'heure, pivoter sa strat, etc. Mais surtout, c'est un conseil que je donne souvent à mes clients, et que je m'applique à moi-même chez mes clients, beaucoup moins à moi-même. Mais c'est de découper en version V0. Je parle toujours de V0. En version minimaliste pour aller tester des choses et ne pas partir sur un truc énorme et y aller step by step pour construire le résultat et l'accélération. C'est hyper important d'être hyper pointu dans ce que tu fais au départ et après de faire évoluer les choses. Mais si tu pars sur un projet qui est beaucoup trop ambitieux, en fait, tu vas partir dans tous les sens. Donc, le mieux, c'est de resserrer ton premier produit, ta première stratégie, tout en sachant où tu veux aller, bien sûr, mais commencer par une vision minimaliste, la V0. C'est ça. Et déjà sortir quelque chose. C'est primordial. Oui, parce que je me souviens, tu m'avais dit « Non, mais va pas sur les templates Canva, il y en a trop, il y en a dans tous les sens et tout. » Et t'avais totalement raison. Oui, parce que toi, tu as aussi le biais de vouloir faire plusieurs choses. Et d'écouter tes clients, ce qui est très bien.
Mais du coup, dans une stratégie, il y a ce que tes clients te disent, et puis tu as aussi ton marché. Ouais. Et ce qu'il faut que tu arrives à calculer, c'est là où tu as une forte valeur, où c'est encore peu exploité. Et tu as tout ce qu'il faut. Oui. Voilà. Mais c'est juste cette prise de recul en disant un énième truc Canva, bon, ok, très bien. Mais, et puis après, il y a des choses que tu voulais faire et que tu voulais pas faire. Et ça, je pense que quand on est entrepreneur ou solopreneur, peu importe, je pense que commencer sa liste par se dire ok, ça, j'ai pas envie, et ça, j'aime faire ça, et je pense que j'ai de la valeur là-dessus, même si je l'ai pas encore exploité, c'est la première checklist à se faire, je pense. Toi, tu me disais que tu voulais plus faire de site web, que voilà, c'était plus ton truc. Je voulais plus coder, j'en ai un peu marre. Le CRM non plus, etc. Donc en fait, faire cette première liste-là, c'est primordial pour savoir aussi où on va aller. Je dirais que c'est le premier exercice essentiel, pour le coup. C'est ça, c'est savoir s'écouter. Et oui, très clairement. Et puis se l'écrire, se le dire. Oui. Parce qu'il y a, comme ça, on se le dit en passant dans la rue ou dans son bain, enfin peu importe, tu vois. Mais il y a se le formaliser aussi par écrit. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Et aller chercher là où on a envie. Et là où on a de la valeur par rapport à un marché qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Ouais. En plus, j'ai trouvé ma solution, j'ai tout délégué à Axel. Mais voilà, allez hop. Déléguez à vos maris, c'est parfait. C'est un bon conseil. Ah, très bon conseil. Moi, je le dis, quand on peut déléguer, on y va. Moi, je vais en prendre 2-3. 2-3 maris, s'il vous plaît. Chacun avec sa spécialisation. C'est ça, exactement. Il y a un autre truc que j'ai adoré, c'est que sur ton site internet, on parlait de plongée tout à l'heure. Ouais. Voilà, c'est ta passion, la plongée. Et tu as réussi à allier ta passion à ta charte graphique, ton univers graphique. Oui, alors ça, c'est un petit peu... ça a été le début de la réflexion. Et en fait, c'est venu assez rapidement. Parce que avec mes clients qui savent tous que je plonge, ils me disent, mais avec toi, c'est fatigant. Hein. Alors, tu joues la psy. Puis à chaque fois, on est en deep dive. Il nous reste 30 barres, il faut remonter à la surface. Et donc, le côté deep dive était marketing ou stratégique. Deep dive stratégique, il est arrivé de manière complètement claire parce que mes clients me le disent. On n'a plus que 30 barres, là, il faut remonter, hein, parce que j'en peux plus. Tu vas trop vite. Et puis après, il y a le côté un peu psy aussi, où c'est vrai que sous l'eau, t'as besoin d'être zen. Voilà, tu peux avoir des gens qui paniquent. Et c'est toujours être posé et aller à l'essentiel. Et puis en sécurité surtout. T'as ce côté, moi j'ai mes clients qui me disent souvent... t'es mon psy, quoi. Et c'est vrai que c'est une part de mon travail qui est assez importante. Alors, pas chez tout le monde, mais je suis le psy du dirigeant. Alors là, du coup, c'est vrai que ce sera un nouveau pivot de ma boîte. Mais oui, c'est-à-dire que là, on parle de stratégie marketing, mais en vrai, j'interviens sur des sujets RH, sur de la cohésion d'équipe, sur... Aujourd'hui, j'interviens un petit peu en bras droit de dirigeant chez pas mal de mes clients. Il n'y a pas que la stratégie, il y a l'humain aussi, etc. Il y a le produit, beaucoup. Je m'occupe aussi des produits tech, des roadmaps, etc. Donc le deep dive était tout trouvé parce que, effectivement, je les emmène au fond pour pouvoir remonter en toute sécurité et vraiment accélérer, aller chercher l'attraction. Leur stratégie go-to-market est d'autant plus facile par la suite. Quoi. Donc c'est... Mais ça s'est imposé assez facile. Enfin, ça vient de mes clients, hein, en gros. Comme quoi, il faut écouter ses clients. Il faut écouter ses clients. Parce qu'il y a des fois des petites phrases qui sont de vrais déclics. Si tu avais des conseils à donner à n'importe quel entrepreneur, même si,
comme tu disais, toi, tu as commencé par opportunité, tu as suivi, tu as pris la vague ou, comme tu dis, tu as plongé. T'es allé. Complètement. Voilà. N'importe quel type d'entrepreneur, qu'est-ce que tu leur conseilles du démarrage jusqu'à la croissance pour, je sais pas, pour qu'ils soient sereins, en fait? Il faut faire 10 podcasts. Mon conseil, et c'est pas du tout péjoratif, et je sais à quel point c'est difficile pour un entrepreneur de faire ça. Je le sais bien. C'est que très souvent, moi, mes clients, je les récupère dans ce moment où j'appelle ça le syndrome du poulet sans tête. Alors, c'est pas très valorisant, mais c'est ce moment où on est de partout et puis on est nulle part à la fois, on fait de l'abattage et on réfléchit plus. Moi, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir un focus et le tester calmement. Tout en faisant ton socle stratégique qui est primordial. Ça, c'est la base, on est obligé de l'avoir, on peut pas y aller sans ça. Mais du coup, se recentrer à un moment. Se recentrer, et puis ce que je dis souvent à mes clients, à chaque fois j'ai des têtes plus ou moins expressives, mais faire des choix. C'est-à-dire que j'ai bien conscience que choisir, c'est renoncer, tu vois. Mais c'est en faisant des choix qu'on arrive de manière chirurgicale à pénétrer son marché et aller choper de la croissance. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que les choix sont définitifs, fermes et non évolutifs. Pas du tout. Ouais, ça ne veut pas dire qu'on renonce. C'est pas peut-être temporaire. Exactement. Mais c'est le point d'ancrage. Faire des choix au départ, les bons, les tester, et après ouvrir ça peut être d'autres secteurs, ça peut être d'autres niches, ça peut être d'autres produits, ça peut être... C'est exponentiel, en fait. Mais s'ancrer sur le point de départ et y aller à fond. Aller générer les premiers revenus là-dessus, voilà, avant de pivoter sur un deuxième pivot qui viendra très naturellement du terrain. Ok. Mais c'est être focus et pas courir partout dans tous les sens et continuer à faire des posts LinkedIn sans résultat. Enfin, je veux dire, il faut arrêter ça parce que c'est épuisant pour les entrepreneurs. Surtout le manque de résultats, c'est épuisant. Donc il faut des succès. Et les succès, on y va avec un bon socle stratégique, un bon focus, donc un choix de départ, pour après accélérer convenablement et puis aller chercher une traction sympa. Ouais, c'est ça. Donc en fait, t'es la tête du poulet et après, quand ils réussissent, ils reprennent leur tête. Oui, mais c'est exactement ça. C'est arrêter de courir partout. Stop, on respire. On descend à 30 mètres. Voilà. Et on se pose. Une fois qu'on s'est posé, on a fait des choix. Et ces choix, on les accepte et on accélère sur ces choix. Et on voit. Et on optimise. Et une fois que ce choix-là fonctionne, alors, on va attaquer un deuxième choix. Ok. C'est très, très... Non, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Dans 90% des cas, et c'est un peu je lutterai toujours contre ça. C'est tes piliers stratégiques. Si tu les loupes, c'est le syndrome du poulet sans tête jusqu'à la fin. Et c'est fatigant. Mais je suis d'accord, je pense que c'est parce qu'on est trop impatient, on veut les résultats tout de suite, on est... Voilà, parce que très certainement la société nous dit qu'on peut tout faire vite et que hop, ça y est, tu vas générer du cash facilement. Mais c'est vrai que... Puis si tu veux, quelque part, il y a un concept qui est très vrai, c'est pas d'usage, pas de valeur. Donc c'est vrai que quand on est dans cette phase à 30 mètres là, de poser les socles, mais on va très rapidement quand même, c'est pas une boîte de conseils qui va mettre 8 mois à sortir une proposition de valeur. On n'est pas là-dessus. Mais ce moment-là, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur ou les dirigeants, ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'usage, alors donc il n'y a pas de valeur. Mais si la valeur, c'est poster 15 posts LinkedIn avec 0 engagement et 2 likes, ça non plus, ça n'a pas de valeur. Donc c'est
trouver cet équilibre. Moi, je sais que j'accélère les boîtes très rapidement. C'est toujours trop long, le socle stratégique, pour les dirigeants. Évidemment. Mais en 3 semaines, ça peut être complètement posé pour aller accélérer derrière. Avec 3 semaines d'investis qui font ensuite... C'est ça, en partant de la connaissance client, en allant challenger les choses, etc. Et en se posant sur une stratégie gagnante avec une offre, un pricing, une proposition de valeur et notre persona cible. Et là, on peut partir tester. Et après, on y va. Ouais. Après, on y va. Okay. Et puis, on voit ce que ça fait. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des moments de stress sur des tests ou des choses ou des doutes où en fait le socle stratégique a été assez bien fait, qui fait que tu te dis qu'en fait il y a 90% de chances qu'on soit bon? Alors on est jamais sûr, hein. Ouais. Par contre, moi je fonctionne bien sûr qu'il y a la data, bien sûr qu'il y a les chiffres, et bien sûr qu'il y a toute la strat, et bien sûr qu'il y a le marché, et bien sûr que tout ça. Et puis, alors, moi, j'ai une certaine forme d'intuition. Mais, et en général, ça ne me trompe pas trop. Alors, je dis pas que je suis sereine au moment du lancement, parce que on n'a jamais la certitude que quand on s'est lancé, évidemment, mais il y a quand même ce côté intuition que c'est la bonne voie. Quand tu as bien fait ton socle. Et puis après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas instantané. C'est-à-dire que quand on va tester, ça va pas être 10 millions de likes, 1 million de followers en 2 jours. La route est longue, et c'est normal. Mais il faut garder en tête, je pense, que quel est mon persona, quel est mon objectif, par exemple, sur un LinkedIn. Est-ce que c'est créer une communauté? Est-ce que c'est vendre mes produits? Est-ce que... Voilà. Et ça se passe pas en une fois. Ouais. Clairement. Donc des doutes, il y en a à chaque fois. Après, il faut se fier quand même au socle stratégique qu'on a défini et auquel on croit. Ça, je pense que moi, j'ai parlé de mon intuition en général, mais chaque entrepreneur ou dirigeant doit avoir aussi sa conviction quand il lance quelque chose. S'il n'est pas convaincu, ça ne fonctionnera pas, quoi qu'il arrive. Donc, il faut qu'il soit aussi convaincu de ça. Et ça, c'est mon travail de psy. Oui. Voilà. Mais non, mais c'est hyper important que les équipes... Enfin, alors ça aussi, je le fais beaucoup. Moi, souvent, on oppose les équipes market, commerce, tech, commerce. Enfin, voilà. Dans les boîtes, c'est vrai que c'est toujours la faute de l'autre. Moi, ça fait longtemps que... Ça, je n'y crois pas. Donc, puis à la fois, moi, je suis produit, je suis sales. C'est ça. Et donc, du coup... je crois à l'alignement des équipes. C'est-à-dire que, oui, ça prend du temps encore de passer 2 heures avec tout le monde pour expliquer la nouvelle stratégie et pourquoi. Mais je pense que c'est fondamental dans l'accélération d'une boîte, d'aligner tout le monde, que tout le monde comprenne et tout le monde suive. Ouais, c'est un peu une courbe de changement. Exactement. C'est-à-dire que si... alors, quand tu es solopreneur, ça va. Il n'y a que toi à convaincre. C'est ça. Maintenant, quand il y a une équipe, etc., il faut que tout le monde soit aligné, tout le monde soit OK. Sinon, il faut réajuster les choses pour embarquer tout le monde. Et je crois que la stratégie gagnante, c'est effectivement la transparence et pour que tout le monde soit investi dans la stratégie et convaincu par la stratégie. Et ça aussi, ça fait des succès, pour le coup. Ouais. Très bien. Comment tu te détends? Comment je me détends? Ouais, parce qu'avec toutes ces casquettes, toutes ces rôles, c'est un moment. Comment tu te détends? Hormis avec la plongée. Ouais, alors voilà, comment je me détends? Je voyage et je plonge. Et en général, ce que je fais beaucoup, moi, je fais des croisières plongées. Alors, la première était un peu... c'est-à-dire que je pars 1 semaine, 2 semaines, sur un bateau. Où, en gros, le programme, c'est manger, dormir, plonger. Pas mal. Intéressant. Et surtout, un point méga important, c'est que tu ne captes pas. Ah, déconnexion totale. Déconnexion totale, mais obligée. Ouais.
C'est-à-dire qu'en plein milieu de l'océan ou nulle part, Oui, tu vas pas aller consulter ton LinkedIn. tu peux aller regarder ton téléphone, mais il va rien se passer. Il va rien capter. Ouais, ça c'est un vrai truc qui repose vraiment. Mhm. Parce que même si quand tu pars en vacances, tu te dis je regarde pas, en fait tu regardes. C'est pas vrai. Ça a été vraiment un de mes gros piliers pour se ressourcer. Ouais. Et puis après, moi j'ai la chance d'avoir des amis autour de moi avec qui je passe des bons moments et qui sont un peu mes piliers voilà, pour changer. Amis entrepreneurs ou amis salariés ou... Il y a les deux. Ouais. Il y a les deux. Parce que les conversations sont pas les mêmes, des fois. Non. Il y a les deux. Il y a des amis, alors que j'ai connus principalement dans l'univers pro, parce que finalement, quand on fait beaucoup de ça, voilà, l'entourage est là. Ça commence comme ça. Et puis après, tu as des piliers comme Gauthier, qui était CTO chez Olfeo, ou qui est devenu entrepreneur. Ouais. C'est une boîte qui a fait plein d'entrepreneurs, finalement. Et donc, Gauthier Monceron, qui est effectivement un soutien assez important dans ma vie entrepreneuriale, où on se lance des défis, on se challenge souvent, on est critique l'un envers l'autre, et ça, c'est hyper important. Mais c'est pas comme ça que je me détends, parce que lui, il me tend. Ah oui, là. Mais par contre, c'est les potes, le socle de potes, c'est hyper important. Ouais, bien s'entourer et déconnecter. Ouais. Okay. Et après, moi, le week-end, je ne bosse pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que le vendredi soir, c'est terminé jusqu'au lundi matin. Ah ouais. Non. Et ça, j'ai réussi à me l'appliquer en partant en croisière plongée. Où je me suis rendu compte que quand je pars 10 jours plongée, la Terre ne s'est pas effondrée. Et que tout va bien. C'est vrai. Voilà. Et donc, moi, je me l'applique au week-end aussi. C'est-à-dire que, alors, sauf exception, évidemment, mais globalement, moi, je décroche totalement. Tout le week-end. Moi, c'est un truc sur lequel je travaille au fur et à mesure. Mais il va rien se passer, tu sais, si je sais. Tu regardes pas pendant 2 jours. Ouais. Samedi, dimanche, c'est pas... Il va rien se passer. Non, mais je pense qu'à un moment, ça va être radical. Et oui, je vais arriver à complètement couper le week-end. Ben oui, parce qu'en fait, alors, c'est pas le téléphone des potes, c'est pas ça. C'est les mails, c'est non. Moi, je coupe mes notifications, par exemple. J'ai pas une notification mail du week-end. Mes clients savent très bien que le week-end, non. En fait. Que quand je pars en croisière plongée, non. Ouais. Voilà. De toute façon, ils savent que c'est 0 connexion. Donc, voilà. Mais c'est se garder des moments complètement off. C'est hyper important. Ouais. Non, c'est vrai que les mails, ça va. J'arrive à complètement couper. C'est que des fois, t'as des dossiers en tête et tu te dis, ah ouais, je pourrais avancer comme ça. Et ça, j'ai encore du mal à sortir le travail de la tête le week-end. Alors, je comprends. Moi, ça m'est arrivé aussi. Mais sauf que quand tu fais ça et que tu reprends le lundi matin et que tu es sur les rotules, tu te dis qu'il faut arrêter. C'est ça. Vraiment, parce que ça te permet pas d'avancer. Du coup, tu commences la semaine fatiguée. Exactement. Et donc ça, c'est pas une solution. Mais je l'ai expérimenté aussi. Pour des projets perso. À passer toute une journée à bosser sur des projets perso et à rien lâcher parce que du coup, il y a un côté passion. C'est ça. Tu veux y arriver. Ah, j'y suis presque. Exactement. Et le lundi, il s'est passé quoi là? Et donc ça, moi, j'ai arrêté. Mais par contre, dans ce que tu dis, il y a un truc qui est vrai, c'est s'aménager des temps et s'y tenir. C'est plus dur. Pour travailler sur tes sujets perso. Ouais. C'est hyper important. J'ai commencé ça. La matinée. On se pose avec Axel et on travaille du agence. Et l'après-midi, c'est les clients. Et en faisant ça, c'est vrai que tu arrives à avancer petit à petit sur tes sujets.
des fois, tu voudrais bloquer une semaine, mais tu sais que c'est pas possible. Donc, s'aménager des temps, c'est vrai que c'est pas mal. Oui, puis s'y tenir toutes les semaines, de manière, je dirais, assez rigoureuse, ou c'est tous les lundis matin. Voilà, ouais. Comment tu utilises, toi, l'IA dans ton quotidien ? Alors, moi, je l'utilise beaucoup, sur beaucoup de sujets. Avec quand même une certaine conscience des choses, que probablement que ça fait gagner 20% du temps, je pense, en gros. Mais ça demande énormément de temps. D'apprentissage ? Alors, d'apprentissage, c'est hyper chronophage, parce que c'est le champ des possibles et possibles et que c'est complètement fou. En même temps, il y a les remparts de la facilité, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand on utilise l'IA, il suffit pas de poser juste une question. Il faut 7 piliers, il faut un contexte. Plus on est explicite, plus on a des réponses explicites, pour le coup. Et puis en sortie, avoir toujours ce regard un peu hyper critique et de contrôle. Donc ça, je l'utilise beaucoup dans mon quotidien, puis ça me permet de tester plein de choses. Et puis parallèlement à ça, je rigole avec ça. J'essaye de faire des mini-mois. Donc, j'ai créé mes propres bébés GPT. Ah, trop bien. Mais c'est assez... Enfin, du coup, c'est assez long. Ouais. Parce que je veux qu'ils réagissent comme moi, qu'ils soient aussi critiques et pertinents comme moi. Et donc, j'élève des bébés GPT à mes heures perdues. Et c'est vrai que sur certains, je commence là à avoir des résultats qui sont assez dingues. Mais c'est des vrais animaux de compagnie. Oui, hein. Faut les éduquer, faut leur donner à manger, matière, voilà. Exactement, leur mettre des remparts, non. Enfin, ouais. Toute une éducation. Toute une éducation, mais c'est passionnant, pour le coup. Ouais. Et puis, ça va te chercher dans une autre zone de confort. Avec, moi, je développe du JSON maintenant à mes heures perdues, tu vois. Donc, tu codes. Je me mets à coder. Mais c'est passionnant, et c'est un vrai accélérateur. Maintenant, avec les garde-fous de début et de fin, et retenir que non, ça ne fera pas le taf à ta place. Non. Sauf pour des tafs très... voilà, j'ai un client qui m'a expliqué l'autre jour qu'il a créé un GPT pour répondre aux appels d'offres. Et ça, j'y crois beaucoup, parce qu'en fait, quelque part, à partir du moment où on peut mettre des exemples à GPT, de ChatGPT notamment, parce qu'il y a plein d'autres IA top, hein, et que on l'entraîne, et que ça fasse gagner du temps sur une réponse à appel d'offres, j'y crois beaucoup. Parce que c'est très industrialisé, c'est toujours un petit peu les mêmes réponses, le contexte, il est clair. Enfin, voilà. Ça, j'y crois. Sur des choses plus stratégiques, je crois que c'est génial dans le raisonnement, quand tu l'élèves bien, pour le coup. Tu peux avoir un vrai... Mais ça n'exclut pas qu'à la fin, il y a quand même un regard expert, un échange avec un expert, etc. Et c'est un peu ma philosophie là, de stratégie, toujours un petit peu dans mon univers. J'ai bien conscience que monter une stratégie go-to-market pour les entrepreneurs, ça peut être long. Donc, je suis en train de mettre tout ça en place pour pouvoir tester ça. C'est-à-dire qu'on part toujours de la connaissance terrain, client. Et ça, je bougerai jamais. C'est, voilà. Il y a ces GPT-là que j'élève. Voilà. Pour pouvoir challenger sa vision et accélérer, en fait, la partie stratégique. Donc, du dirigeant avec bon, là, en l'occurrence, ce sera ChatGPT, mais il y en a plein d'autres qui sont chouettes. Et puis après, on se parle. Et on se parle concrètement pour éviter des biais de l'IA. Et puis pour définir un plan d'action qui, là, pour le coup, est complètement clair, précis, et avec des objectifs atteignables. En fait, tu as rendu la partie création du socle stratégique un peu plus ludique.
pour qu'il ait moins l'impression de prendre du temps. C'est ça. Voilà. Et ensuite, c'est plus simple. Et puis, je crois beaucoup que... Enfin, alors, l'interaction, je trouve, j'y crois beaucoup. Comme tu dis, c'est beaucoup plus ludique. Et puis, je crois beaucoup au fait de pouvoir itérer, notamment avec une IA bien conçue, évidemment. Je pense que ça permet de creuser des pistes et du coup d'être beaucoup plus mature sur un pivot, par exemple, parce que tu as itéré pendant quelques temps avec un GPT et du coup la vision est beaucoup plus claire au moment où on est sur le concret, quoi. Top. Donc j'utilise beaucoup, mais j'en utilise plein. Enfin, il y en a plein. Sur les créations de slides, sur les créations d'articles. Enfin bon, c'est infini. C'est énorme. C'est énorme. Je dirais qu'il y a deux... c'est ce que je disais la semaine dernière. Il y a deux dangers à l'IA quand on adore ça. Il y a ce premier, parce qu'on apprend tout le temps. C'est hyper chronophage. Et du coup, on peut se laisser entraîner sur des trucs qui n'étaient pas l'objectif de départ. Donc en fait, je trouve que... et moi, la première, je suis partie dans ce biais... mais ça, ce serait génial, mais ça, ce serait génial, mais ça... voilà. Donc on passe des heures à produire. À apprendre. Voilà. Et je crois que ça, c'est le premier warning, c'est-à-dire qu'il faut essayer de savoir quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on s'arrête avec un objectif précis. Quand on commence à jouer et à apprendre avec l'IA, voilà. Et puis... il y a un deuxième biais qui est assez important, c'est la fameuse V0. C'est quand on utilise l'IA, on peut avoir une version finale qu'on trouve absolument dingue et on veut aller chercher ça. Sauf que dans la réalisation du projet, pour le coup, ça va demander des semaines et des mois sans rien. Ça. Donc il faut savoir faire des V0. V0, de la version 0, absolument géniale que tu as construit avec ton IA préférée. Voilà. Il y a Claude, il y a Mistral, il y a ChatGPT, il y a Perplexity qui est très bon sur les recherches également. Mais du coup, ça peut t'emmener sur un concept killer, vraiment. Un vrai concept de game changer sur le marché. Mais il faut savoir le découper en V0 parce que sinon tu le sortiras jamais. Tu t'embarques dans un truc que tu ne sortiras jamais ou en tout cas où t'as pas forcément les ressources aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc je dirais deux remparts. Essayer de pas trop glisser quand on s'amuse pour du coup itérer avec l'IA sur un concept. Et puis le dernier rempart qui est avoir une stratégie globale ou avoir réfléchi à un produit, c'est génial, mais savoir revenir à la réalité et le découper en V0. Parce que sans ça, on accélère. On produit rien. C'est ça. Alors on produit, mais on produit du cerveau et des c'est génial. Et après, sur le terrain, alors là, c'est plus complexe. C'est ça. Et je vais me mettre 4 ans dans une cave. Sauf que dans 4 ans, ton produit, c'est fini. Il sera obsolète. Exactement. Donc, je dirais qu'il y a des warnings quand même. Avec l'IA. Et ça fait gagner du temps, mais il ne faut pas se leurrer. Sur beaucoup de choses, ça ne fait gagner que 20% du temps. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai une dernière question pour toi. Oui. C'est quoi ta musique préférée ? Ma musique préférée ? Alors, ça varie, Pas celle du moment. Celle du moment, c'est une bonne question. Je la pose toujours, puisqu'il y a certaines personnes qui s'identifient à de la musique. Alors moi, il y en a une que j'aime particulièrement, qui s'appelle Fix You de Coldplay, et que j'adore. Team Coldplay aussi. Voilà. Et celle-ci, elle est particulièrement chouette. Alors, elles sont toutes chouettes, on va pas se mentir. C'est une bible, mais celle-ci, elle est particulière. Ok, super. Je la mettrai. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment chouette. Plaisir partagé. C'était pas gagné au départ, mais c'était très chouette. C'était très chouette. Merci tout le monde.
Vraiment, merci tout le monde d'avoir écouté CCDQ. Dans le prochain épisode, on va recevoir une fondatrice d'un organisme de formation qui est également coach pour les entreprises. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Encore merci à tous de suivre la chaîne. On est passé de 30 personnes, on est à 90, on va bientôt atteindre les 100. Vraiment, c'est top. Merci, merci, merci. Ça veut dire que ça vous plaît et je suis ravie de faire ces interviews. À très bientôt.